Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire CES 2020, nos experts témoignent. Wassim Driouchi va nous présenter la première partie. Je te laisse te présenter, Wassim. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Petit webinaire d'une heure dédié à une restitution de ce qu'on a vu en allant au CES début d'année. Bien entendu, on est en avril, donc c'est 3 mois plus tard. Pourquoi on a fait ce choix de faire une restitution à froid? C'est pour dire apporter une couche d'analyse supplémentaire et prise de recul par rapport à ce qu'on a observé au CES et avoir le temps d'échanger avec nos clients sur les sujets qui les intéressent pour faire une sélection qui soit la plus adaptée possible. On a aussi malheureusement dû décaler en raison du contexte Covid et transformer cette session en format webinar. Mais j'espère que le contenu sera au rendez-vous de vos attentes. Et donc, deux parties dans ce webinaire. Une première partie plutôt overview sur les incontournables du CES 2020. On va dire plutôt une vision culture générale à la fois grand public et légèrement B2B. Et puis une deuxième partie avec une sélection de quelques startups, mais toujours dans une présentation qui sera réalisée par moi-même. Avant une troisième partie où on va vraiment donner la parole à une sélection de 5 startups qui nous font le plaisir d'être avec nous et qui vont présenter en 5 minutes leurs offres, leurs services et qui sont des startups qu'on a sélectionnées par la pertinence de leurs produits et leur cohérence avec les attentes des clients avec lesquels on a pu échanger. Donc j'espère que cette partie-là vous intéressera. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser cette application qui est Livestorm. C'est également une société française. On a fait le choix d'aller sur ce type d'application en soutien à notre French Tech, plutôt que de prendre les solutions classiques type Skype, Zoom ou Webex, donc en cohérence avec notre soutien à la French Tech. Donc vous voyez qu'il y a une partie questions et les chats. On va vous permettre de poser vos questions, bien entendu. Le webinaire étant assez time-boxé, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à la première et deuxième partie, donc plutôt overview et ma présentation, on va prendre 2 questions. Et puis pour la partie pitch de startup, on va prendre une question par startup. En termes d'agenda, découpage du temps, on sera sur une première partie qui va durer de 9h à 9h25, questions-réponses incluses. Donc celle-là qui contient à la fois l'overview global et une présentation par mes soins de quelques startups, 2x4, liées à l'expérience client et l'excellence opérationnelle. Puis pour la deuxième partie où les startups vont pitcher elles-mêmes, donc là ce sera de 9h25 à 9h50 pour les pitches des startups et de 9h50 à 10h pour les questions vers les startups. J'espère que le programme convient à tout le monde. Je vous remercie en tout cas à toutes et tous de vous être connectés ce matin. Puis on va maintenant présenter les différents intervenants qui vont présenter leur société dans la troisième partie. Donc, Édouard Semin de la société Syslor, Erwan Krotov, fondateur de la société Retail VR, Katia Lenné de la société Qualis, Yael Lebaille de la société Bystamp, Philippe Lebas de la société Erudit. On les a toutes et tous rencontrés au CES, on a échangé avec eux depuis et ils ont eu la gentillesse d'accepter de participer à cet exercice. Peut-être que, Lauriane, tu peux les inviter sur scène pour une rapide présentation. Oui, ils arrivent. Ok, et bien parfait. Donc on démarre avec la première partie qui est plutôt une partie incontournable du CES, la sélection de 2x4 startups avec des interventions qui sont assez transverses, liées à des sujets d'expérience client et d'excellence opérationnelle. Mais tout d'abord, une première partie sur ce qui a fait un peu le buzz lors du CES. On va passer assez vite là-dessus parce que c'est beaucoup sorti dans la presse grand public. Nous, notre focus a beaucoup été sur la French Tech. On a passé beaucoup de temps dans l'Eureka Park. On avait plus de 300 sociétés françaises qui avaient été sélectionnées avec pour la première fois une vraie cohérence
en termes de marque entre toutes les régions françaises. On avait, tout le monde était bien sous la bannière France, French Tech, Business France. Alors que sur les années précédentes, on va dire qu'il y avait quelques régions qui étaient en communication plus directe. Donc sur la partie actualité, le premier exemple que vous avez certainement tous vu passer, c'est Samsung avec son assistant personnel. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, il s'appelait Bolly. Bolly est la vision de Samsung sur ce que peut être l'assistant personnel demain. Alors, c'est une forme de petite balle de tennis connectée qui a pour vocation d'être vraiment une sorte de majordome numérique qui va piloter l'ensemble des objets connectés de la maison. Mais je pense que le plus simple pour comprendre un peu le concept, en sachant qu'à ce stade, ce n'est que du concept, mais que Samsung, au moment où ils ont présenté, annoncé, si tu peux lancer la vidéo pendant que je fais comme ça. Merci. Samsung, en présentant cette vidéo qui explicite assez bien l'usage qui peut arriver avec Bolly, a annoncé que ce serait lancé courant d'année 2020. Alors ça, c'était avant la crise Covid et la crise économique qui va avec. Vous voyez bien que ce qui est pensé ici par Samsung, c'est bien une interaction entre cet assistant personnel et l'ensemble des objets Samsung en priorité qui peuvent constituer le foyer, donc avec toute la partie Smart Appliances, électroménager connecté. Aussi, là, ils en profitent pour mettre en avant leurs nouveaux écrans télé qui peuvent aussi bien prendre un format horizontal que vertical. Là, l'idée de Samsung avec ces formats verticaux, c'était de pouvoir donner la possibilité d'avoir, on va dire, un format plus adapté à la visualisation de vidéos captées par smartphone, qui sont souvent verticales. Que certains considèrent que c'est un peu gadget, mais Samsung est en train de faire des tests sur des choses de ce type-là. Et là, vous voyez que ce qui est mis en scène, c'est le chien qui renverse le bol. Ça, c'est détecté par les capteurs de Bolly, parce qu'il a une caméra intégrée, et qui va donner l'ordre au robot ménager, à l'aspirateur connecté, d'aller nettoyer la zone qui nécessite d'être nettoyée. Voilà, c'est un beau cas d'usage. Est-ce que c'est de la science-fiction? Certainement pas, parce que toutes les briques techniques permettent de réaliser ce type de cas d'usage. Maintenant, les vraies questions qui se posent, ça va être le prix de cet objet. Et puis, ça répond à une grosse attente qui est celle d'un contrôle simple et le plus transparent possible de l'ensemble des objets connectés de la maison. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup fait avec des logiques de scénario à paramétrer. Là, on va un cran plus loin. On peut même avoir quelque chose qui est vraiment complètement transparent, où on n'a même pas à penser à ce qui se passe. C'est un assistant personnel numérique et puis physique qui s'en occupe. Donc, si on passe à un autre exemple de ces incontournables, vous avez peut-être vu cette surprise qui a été créée par Sony lors de sa keynote. Sony a choisi de présenter un concept car qui était pour eux la meilleure façon en fait de démontrer toute leur capacité d'entertainment embarqué dans une voiture. Et du coup, là, c'est une anticipation de ce qui va arriver dans les prochaines années avec la voiture autonome et qui fera qu'au final, la voiture sera une sorte de salon mobile, si on pense à un usage personnel, ou un bureau mobile. Et donc, avec un gros enjeu de pouvoir fournir une expérience son et vidéo à l'image de ce qu'on pourrait avoir dans des environnements personnels type home cinéma ou des environnements professionnels avec ce qu'on aurait dans un bureau de travail. Donc Sony a un peu pris le contre-pied des positionnements classiques où la plupart des constructeurs d'électronique grand public ont beaucoup parlé et communiqué sur les écrans. Sony a été original en présentant ça dans une voiture. Il l'avait déjà fait l'année précédente, mais là, c'est de façon encore plus marquée avec ce concept car qui s'appelle la Vision S. Troisième exemple dans cette série d'incontournables, alors les écrans 8K. Aujourd'hui, on commence à avoir une bonne pénétration de la 4K avec une baisse des prix, une accessibilité encore plus grande
de ces formats d'écran et puis une croissance de contenu 4K. La 8K, en termes de contenu, on est encore sur quelque chose de très pauvre à date, mais c'est envisagé comme un relais de croissance par les constructeurs d'écran. Et il faut savoir que c'est l'ADN historique du CES d'être très tourné vers vraiment cette électronique grand public. La 8K va quand même bénéficier de contenu exclusif qui devrait arriver avec les grands événements sportifs prévus. Donc, ça devait être les Jeux Olympiques de Tokyo et l'Euro 2020 qui devaient fournir des premiers contenus. Bon, ce sera décalé en raison du contexte Covid et qui, de toute façon, il y a encore un sujet de prix sur ces écrans-là, mais tous les gros constructeurs ont déjà des modèles 8K sur des prix qui sont pour l'instant, on va dire, très peu accessibles. On va dépasser les 10 000 euros. Mais ils ont déjà commencé à communiquer sur le sujet. Donc la prochaine vague 8K est entamée et quand bien même il n'y aurait pas de contenu 8K, il y a des capacités d'upscaling sur ces écrans qui permet de simuler un niveau de résolution 8K sur base de contenu 4K ou HD. Et puis exemple suivant, vous en avez peut-être également entendu parler, si tu peux lancer la vidéo rapidement. Merci Lauriane. C'est ce concept de taxi volant en partenariat entre Hyundai et Uber et qui est la réponse commune à la problématique d'embouteillage dans les grands ensembles urbains et qui permettrait, alors ce qui est intéressant au-delà du fait que ce soit un hélicoptère volant, c'est qu'il y a tout un écosystème qui est envisagé avec des sortes d'héliports et même des modules autonomes permettant de transporter les voyageurs vers l'héliport et du coup avec une promesse qui est de réaliser des voyages sur une distance pas trop importante en des durées très très compétitives. Et c'est quelque chose qui avait déjà été communiqué dans les années précédentes, mais là, c'est en train de prendre encore plus d'emphase et Hyundai et Uber n'ont pas été les seuls à communiquer sur des, des solutions de ce type-là. On en a fini pour la partie incontournable. Donc c'était rapide, mais c'est volontaire, parce que tout ça, vous pourrez le retrouver sans souci dans la presse grand public. Je vous propose maintenant de voir plutôt la partie sélection French Tech. Alors, l'objectif ici n'est pas de détailler les sociétés, mais juste de vraiment partager avec vous une sélection, en sachant que celles sur lesquelles on veut porter le focus sont celles qu'on a invitées au webinaire et qui prendront la parole pour se présenter par elles-mêmes. Pour autant, on a fait une sélection de 4 entreprises expérience client et 4 entreprises excellence opérationnelle, dont je vais vous donner un petit mot parce que je pense qu'elles peuvent être d'intérêt. La première, sur l'expérience client, il s'agit de la société Affluence. Affluence est issue des travaux de l'IMT, Institut Mines Télécom, et rencontre un grand succès aujourd'hui dans les bibliothèques, musées ou tout espace d'exposition à grande surface dans lequel il y a un afflux de public. En l'occurrence, avec le contexte Covid, ce sont des choses qui deviennent malheureusement rares. Mais du coup, ça répond à une problématique qui est de pouvoir visualiser en temps réel et analyser aussi à froid la ventilation des personnes qui viennent dans un lieu pour pouvoir optimiser l'expérience de ces personnes, optimiser leur parcours et puis diluer de la façon la plus efficace les flux. Exemple suivant, la société Easy Pulse. Ça, c'est d'autant plus intéressant qu'avec le contexte actuel, ça permettrait pas mal de gains. C'est une chaise médicale connectée. L'idée, c'est d'utiliser le temps d'attente qui peut exister dans les cabinets médicaux pour, on va dire, préparer la consultation. Et donc, c'est un petit siège avec un device très simple à utiliser, une vidéo qui permet de montrer comment l'utiliser en autonomie et qui va prendre les constantes vitales de base, donc température, tension, poids, rythme cardiaque, et partager ces informations avec le praticien, le médecin, pour lui permettre d'aller plus vite sur les zones, on va dire, à plus forte valeur ajoutée, le questionnaire, l'échange avec le patient, et pas juste des gestes mécaniques de prise de constante vitale. Donc ça, les EHPAD et les cabinets médicaux, ainsi que les écoles,
sont très intéressés par ce type de solution. Exemple suivant, avec Living Packets, qu'on a mis dans la catégorie expérience client, mais qu'on aurait pu mettre également dans la catégorie excellence opérationnelle. C'est très intéressant parce qu'en plus, ça répond à une problématique RSE, de réutilisation des emballages. Vous savez tous que aujourd'hui, il y a de plus en plus de colis qui sont envoyés. Et là, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser ce colis tout en étant capable d'utiliser le fait qu'on soit sur un colis, on va dire, de format évolué pour pouvoir en plus avoir sa position en temps réel et du coup améliorer l'expérience à la fois pour la personne qui attend le colis ainsi que pour la société qui a envoyé son produit via ce colis ou pour les sociétés qui sont en charge de l'expédition de ce colis et de son transport. Donc c'est une sorte d'emballage connecté, réutilisable et en plus ce qui est hyper intéressant, et il faut savoir qu'ils ont reçu un prix d'innovation du CES, c'est qu'ils arrivent à faire ça à des prix très comparables à des colis non connectés et non réutilisables. Donc là, la promesse est vraiment hyper intéressante. Exemple suivant. Posca, c'est une société qui édite des contenus en réalité augmentée. Alors là, vous avez quelques exemples. Nous, on a travaillé avec eux pour notre dernier livre blanc IoT Business Hub 2020, que vous pourrez retrouver sur le site web de Bearing Point. Ils travaillent avec des sociétés de différents secteurs et la promesse, c'est de pouvoir présenter du contenu additionnel sur n'importe quel produit physique. Par exemple, ils le font avec des officines, des pharmacies, pour pouvoir présenter la posologie en réalité augmentée. Ils le font également avec le secteur du retail pour remonter des informations, par exemple, nutritionnelles. Certainement qu'il y aurait quelque chose à travailler, par exemple, avec des acteurs comme Yuka, qui ont aujourd'hui du succès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il n'y a pas besoin d'avoir une appli spécifique, en tout cas propriétaire, pour voir ce contenu-là. C'est une application qui est totalement transverse, qui permet de réaliser la visualisation de ces contenus augmentés. Si on passe à la partie excellence opérationnelle, et je vous prie de m'excuser pour la rapidité de cette présentation, mais ce qu'on voulait, c'était vraiment partager avec vous une sélection riche. Et donc, sur le premier exemple qu'on a sélectionné pour vous en excellence opérationnelle, c'est la société Elliott, qui fournit une solution de mesure de niveau de remplissage de poubelles. C'est via un laser qui est embarqué dans la poubelle. Alors, ils sont capables de le réaliser avec une très bonne précision pour les contenus solides. La mécanique de laser n'est pas optimale pour les contenus sous forme liquide. Et bien sûr, ce que ça permet, c'est d'optimiser les tournées et puis d'avoir des poubelles qui ne débordent pas, ce qui, en termes d'expérience citoyen, est plus agréable et avec on va dire, un surcoût sur la poubelle pour la rendre connectée qui est assez marginal, à 5 € par mois par capteur, et qui en fait se rentabilise très vite, tout comme sur tous les sujets de smart waste management pour les villes. Exemple suivant, la société Nemeo. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de très particulier. C'est un clavier physique, mais avec des boutons en fait qui sont transparents et avec en sous-couche une encre numérique, comme vous l'avez sur un Kindle par exemple ou un Kobo, et qui permet en fait d'affecter les touches de façon dynamique en fonction de l'usage que vous en avez. Un exemple pour illustrer, c'est vous êtes en train de passer d'une application à une autre. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train d'écrire vos mails, là, vous avez besoin d'un AZERTY classique. Vous passez vers Excel parce que vous avez une modélisation à faire. Là, vous allez avoir des touches qui sont peu utilisées ou qui sont des raccourcis importants dans Excel qui vont switcher. Donc, par exemple, là où, je ne sais pas, où les F9, F10, F7, F8 classiques que vous allez peu utiliser, peuvent se transformer en touches qui vont vous permettre de réaliser des formules rapidement, de faire un contrôle F3 en appuyant sur une seule touche, par exemple, de faire un contrôle shift droite, enfin pour ceux qui ont l'habitude d'Excel. Donc ça, c'est vraiment un gain de productivité pour les professionnels, où
ou encore, si on pense à ceux qui ont l'habitude d'utiliser Photoshop dans une partie plus design, vous allez retrouver tous les raccourcis de l'application. C'est très intéressant en termes de productivité sur de la bureautique. Exemple suivant, ProofStation. Donc là, idem, on aurait pu le mettre également en expérience client. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une sorte de SaaS qui permet d'inspecter un véhicule et les dommages de surface qui sont sur ce véhicule en seulement 3 secondes. Encore des prix d'innovation qui ont été remis à ProofStation et un grand succès qui a été rencontré au CES. On pense à tout le business de la location qui est très intéressé par des choses de ce genre. Et comme dans le monde de l'automobile, on est de plus en plus sur une expérience à l'usage et non plus en possession de véhicules, eh bien, il y a un potentiel très fort pour ce type de solution. Point suivant, et exemple suivant, pardon, Virtual IT, qui est une solution de jumeaux numériques. Alors, l'idée, c'est d'utiliser toutes les données qu'on a sur sa chaîne de production pour les remonter en temps réel pour un monitoring 3D de ce qui se passe dans une entreprise. Donc, c'est les industriels qui vont être très intéressés par ça et ça va permettre un pilotage optimisé de ce qui se passe sur les chaînes de production, l'identification d'erreurs, leur correction plus rapide et puis l'analyse des flux. Et je crois que c'était le dernier exemple, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, on passe sur la deuxième partie dans quelques instants. On va juste prendre 2 questions, comme on l'avait dit en introduction. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui sont arrivées. Alors oui, bonjour Grégory du Grand Lyon. Sur la société Elliott, pour le prix, je crois que c'était votre question. On est sur un prix d'affichage qui est à 5 € par mois par capteur. Alors effectivement, quand on va scaler ça à l'échelle d'un grand territoire comme le Grand Lyon, le coût peut être vu comme important. En revanche, comme oui, je l'indiquais, en termes de ROI, on a mené des études sur le sujet Smart City, notamment récemment avec la Caisse des dépôts ou pour quelques métropoles. Et le sujet du waste management semble être un sujet à fort ROI. Alors, juste derrière l'éclairage intelligent, qui est celui sur lequel le ROI est vraiment très clair, on arrive à réduire de 80% les OPEX d'éclairage. Dans le cadre du waste management, on a vu des exemples avec la ville de Dublin, où on pouvait avoir une réduction des tournées qui allait de 50 à 80%. Et donc, Dublin qui avait travaillé avec la société Big Belly, donc un grand fournisseur de poubelles et qui, au-delà de les connecter, optimise aussi en compactant les déchets. Donc, dans ces cas-là, les ROI étaient très clairs. Si on enlève la partie compaction, les ROI forcément sont un peu plus longs, mais étaient quand même un bon cas d'usage. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question, Grégory. C'est la seule question que je vois. Peut-être laisser quelques secondes pour une question supplémentaire, s'il y en a. Ok, eh bien, je n'en vois pas. Lauriane, toi non plus? Non, j'ai pas plus de questions. Ok. De toute façon, on va partager avec vous le support de cette présentation. L'idée aussi, c'est de voir ce qui peut susciter votre intérêt, d'engager la discussion. Donc, n'hésitez pas, a posteriori, une fois que vous aurez le support, à nous contacter si vous avez des questions précises. Toutes les sociétés dont on a parlé sont des sociétés qu'on a rencontrées lors du CES, avec lesquelles on a échangé. On a pris le temps de le faire, donc on est en mesure de vous fournir beaucoup plus de détails et aussi de vous mettre en relation si vous le souhaitez. C'est vraiment une sélection qui a été réalisée en connaissance de cause et pas juste en allant prendre une brochure. Ce sont des sociétés qui nous ont marqués et qui, en lien avec tous les projets qu'on mène avec nos clients, nous semblaient très pertinentes. Maintenant, je vais laisser la parole aux 5 startups qui nous font le plaisir de nous présenter leurs solutions. Et je ne vous prends pas plus de temps, parce qu'il y a un contenu riche et diversifié à partager. À vous, Edouard. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour écouter la présentation, nos présentations.
Moi, je vais vous présenter les services de Syslor qui visent à digitaliser la gestion des chantiers de travaux publics. Donc, je m'appelle Édouard Semin, je suis président de Syslor et on est parti d'un constat qui était très simple, c'était que voilà ce qu'on fait, donc des jumeaux numériques, de la réalité augmentée. Et on est parti d'un constat très simple qui est que toutes les 6 minutes, slide suivant s'il vous plaît, toutes les 6 minutes, voilà, il y a un réseau enterré qui est endommagé par une pelleteuse en France. Slide suivant. Et c'est un problème qui est un problème mondial. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, c'est toutes les minutes qu'il y a un réseau enterré qui est endommagé par une pelleteuse. L'impact financier est énorme. C'est-à-dire que pour chaque endommagement, ça coûte à minima 15 000 euros. Quand on discute avec Vinci, ils disent 25 000 euros. Moi, j'ai pris la version light du coup. Et donc, on est allé sur le terrain pour demander pourquoi il y avait ces coûts au XXIe siècle pour juste creuser un trou dans le sol. Et on nous a répondu qu'il y avait 2 raisons qui expliquaient ces coûts de plus de 15 000 euros toutes les 6 minutes en France et toutes les minutes aux États-Unis. C'est 1, le manque de fiabilité des plans, et 2, la novelisation des réseaux. Donc, slide suivant. Donc, nous, on a développé une solution pour chaque problème. C'est-à-dire, là, vous voyez la géolocalisation centimétrique de la caméra du smartphone. C'est-à-dire qu'on arrive à géolocaliser au centimètre la caméra du smartphone. Donc, on arrive à montrer du digital au centimètre près, avec une vision centimétrique, pardon, et on arrive à extraire de la réalité, à quelques centimètres près également, un jumeau numérique à partir d'un smartphone et de notre appareil. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour la partie réalité augmentée, comment est-ce que ça se passe? Notre client nous envoie les plans, soit des IFC, des CAD, des JAS, des SHP, de ce qu'on veut, et on modélise de façon soit automatique avec un convertisseur en ligne, soit manuel, c'est-à-dire sur devis. On nous demande, bah voilà, je dois convertir 10 000 m², quel est votre prix? Et derrière, on leur permet de visualiser en réalité augmentée, pour le moment sur Android, d'ici 3 mois sur iOS et Windows Phone, les réseaux enterrés. On va voir un peu plus loin le slide suivant, ce qu'on a fait pour Enedis à Dijon. Slide suivant, voilà. Si on clique dessus, on voit que, ça c'est une vidéo un peu plus, s'il vous plaît. On peut recliquer dessus. Bon, c'est pas grave. On voit que les réseaux, on ne le voit pas très bien, mais c'est une vidéo qui montre qu'on voit les réseaux, on voit les attributs des réseaux et que la précision est très, très, très précise. Et on a mis 8 km par 8 km de plan des réseaux électriques d'Enedis au-dessus de Dijon. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Enedis peut se balader au-dessus de Dijon pour voir ces plans de réseaux enterrés uniquement sur leur smartphone. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on a développé aussi un outil de marquage digital permanent, c'est-à-dire qu'on permet on voit avec le marquage au sol, vous voyez les lignes qui sont au sol, qu'il y a une concordance, un match presque parfait entre le marquage au sol et notre marquage digital permanent. Slide suivant, s'il vous plaît. Et slide suivant, avancez, s'il vous plaît. Voilà. Et on a développé une utilisation simple et rapide pour réaliser le marquage au sol, c'est-à-dire qu'on a couplé une roulette avec une bombe de peinture à la géolocalisation du smartphone au centimètre près. On peut également lever le marquage au sol s'il y a besoin. Slide suivant. Donc ça, c'était pour la partie réalité augmentée. Pour la partie jumeaux numériques, avec une vidéo qui nous est envoyée automatiquement via notre application, on arrive à donner à nos clients 3 livrables qui sont un nuage de points géoréférencé, une orthophoto géoréférencée et un plan 4 comme actuellement font les géomètres. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, si on clique sur la vidéo, merci, on voit ce que c'est qu'un nuage de points 3D géoréférencé, une orthophoto 2D géoréférencée, un plan comme fait actuellement par les géomètres qui est certifié. Nous sommes certifiés pour faire des plans de récollement. On permet aussi de voir les nuages de points et de les métrer en ligne. Et également tout ce qui est à l'extérieur, donc là c'est des cours intérieurs et on peut montrer les différents projets qu'il y a de réalisation. En ligne également avec des devis associés. Slide suivant s'il vous plaît.
Donc, on travaille actuellement beaucoup avec les majors du TP et quelques gros structures dans les gestions de réseau. Donc, major du TP, tout ce qui est Vinci, tout ce qui est Colas, de Mathieu Hébard, Faya, Razelbeck, et Enedis, groupe EDF. On a pris contact avec RTE, enfin avec Kaigos en Allemagne, on travaille aussi en Angleterre, au Luxembourg. On travaille dans plusieurs pays. Et dernier slide. Voilà, le suivi CES. Le CES, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça approfondit notre relation avec Enedis, qui a été notre sponsor au CES, qui nous a aidé à y aller. On a eu des contacts qui n'ont pas été suivis avec Citellum. Je le dis parce que je sais qu'il y a quelqu'un de Citellum qui participe à ces webinaires. Avec également des Japonais, malheureusement, ils ne donnent pas suite. Avec RTE Gaz et RTE et GRT Gaz, ça a été suivi. Et ça nous a permis d'avoir une couverture média avec la presse quotidienne régionale, voire avoir une vidéo interne au groupe EDF. Par rapport à 2019. Voilà. Peut-être c'est dû au grève. Je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on répond aux questions tout de suite? Vous pouvez, Edouard. Oui. D'accord. Comment est-ce qu'on résout le problème de précision des plans? Nous, on ne peut pas réinventer les plans qui ont déjà été réalisés. Donc, on part de ce qu'on nous donne, ou bien il existe des techniques de géodétection des réseaux sous le sol avec lesquelles on est en train d'essayer de se coupler en automatique pour pouvoir envoyer les plans en temps réel, les résultats de la géodétection en temps réel sur les plans de AutoCAD, de DAO des entreprises. Est-ce que j'ai été clair dans la réponse? Voilà. Je ne sais pas qui a posé la question, on n'a pas votre nom. Ferit Chakroun. A priori, ça devait être clair, Edouard. Ok. En tout cas, si vous pouvez passer au slide suivant, vous avez là toutes mes coordonnées. Si jamais vous souhaitez me contacter, vous avez n'importe quelle question, je suis naturellement à votre disposition pour répondre à ces questions. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis à bientôt peut-être. Merci. Merci, Edouard. Bonjour à tous, je ne sais pas si c'est bon, si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Merci Laurine. Merci de me donner la parole et l'occasion de présenter Retail VR. Donc nous, on est Retail VR. Je m'appelle Erwan Krotov, je suis le cofondateur. On est 3 associés au sein de cette startup. Notre ambition, c'est de... Alors, je ne sais pas si Yoann, tu peux passer les slides. Merci beaucoup. Donc notre projet, c'est une plateforme d'expérience 3D pour les métiers du retail. On adresse à la fois les marques et les distributeurs et on leur propose au travers de nos applications des accompagner pour améliorer à la fois leur processus d'innovation autour du magasin, notamment du merchandising, du trade marketing ou des innovations packaging. Mais également, on leur propose de mettre en place des expériences de réalité, de shopping en réalité virtuelle grâce à ces mêmes technologies en utilisant la réalité virtuelle et augmentée. Slide suivant, merci. Donc, le contexte de création de Retail VR il y a 2 ans, c'est quoi? C'est une accélération qui déjà à l'époque était une accélération inédite poussée par des nouveaux modèles économiques, les digital native brands par exemple, ou les modèles comme Amazon qui venaient bouleverser un peu le paysage en cours, qui est accéléré aujourd'hui par la situation actuelle du Covid et qui va pousser probablement les organisations retail à se réinventer et à s'adapter à cette nouvelle situation, tout en mettant au cœur de leur stratégie l'expérience digitale, toujours la cohérence entre l'offre du magasin physique et l'expérience qu'on peut avoir côté digital. Slide suivante, merci beaucoup. Donc la réponse qu'on apporte aujourd'hui, c'est une plateforme qui va adresser à la fois des sujets B2B, donc qui va s'adresser à des départements marketing, merchandising, mais également B2C. Pour le B2B, on propose ici, vous le voyez à l'écran, une technologie qui, au travers de la plateforme, va permettre de créer le jumeau numérique d'un magasin grâce à des caméras 3D du marché. Donc, on va scanner des environnements de magasins dans lesquels le client va pouvoir effectuer tous ses tests, validation de packaging, tests merchandising, parcours client,
opération trade marketing dans un environnement virtuel réaliste. Donc ça, on utilise ces jumeaux numériques et cette capacité à scanner un magasin, mais également, quand vous voyez cette vidéo-là, tous les produits qui sont créés sont des produits sur lesquels il n'y a aucune intervention humaine, parce qu'on a développé une technologie brevetée qui permet de transformer une photo de produit en environnement, en produit 3D de façon automatique, grâce à la plateforme, et ainsi de pouvoir simuler les environnements virtuels. Ces mêmes technologies nous servent également, et vous pouvez le voir à l'écran, pour des expériences de commerce virtuel. Donc là, c'est une expérience qu'on a mis en place avec la société Nespresso et qui consiste à transformer un site e-commerce classique 2D en une expérience immersive dans laquelle le consommateur va pouvoir retrouver les codes du magasin physique et pouvoir effectuer ses achats en retrouvant un peu aussi les mêmes codes que sur le site e-commerce en faisant des filtres, des tris. L'idée pour la marque, c'est de proposer à ses clients une expérience qui va reprendre vraiment les valeurs de la marque et les codes de la marque, tout en proposant quelque part l'expérience ultime de convergence entre le magasin physique et le magasin et l'expérience digitale. Aujourd'hui, c'est des expériences qui nous sont très demandées puisqu'on est capable de créer ces environnements virtuels à la fois pour du B2C, pour le client final, comme c'est le cas pour Nespresso, mais également pour du B2B, par exemple dans des présentations de collections pour des marques de textiles ou de mode, qui aujourd'hui ne peuvent plus présenter au travers de salons professionnels leur collection et qui vont passer par ces showrooms virtuels pour effectuer leur présentation en B2B. Slide suivant. Merci. Donc aujourd'hui, on compte parmi nos clients différents groupes. Donc on travaille avec l'ensemble des marques du groupe Nestlé France, donc une dizaine de filiales, avec des distributeurs comme Intermarché, But, des clients comme Lactalis, pour les aider à accélérer leur processus d'innovation au travers de ces technologies 3D. Encore une fois, sur des sujets comme le merchandising, le trade ou le packaging. La semaine dernière, on a travaillé sur un sujet qui était d'actualité, qui était comment, pour une marque qui s'appelle JVD, qui est une marque nantaise, qui distribue des distributeurs de gel hydroalcoolique connectés. On a travaillé sur comment implanter ces gels hydroalcooliques en utilisant une technologie de réalité augmentée qui permet aux commerciaux ou à l'utilisateur final de pouvoir positionner la borne directement dans le lieu d'utilisation. Également, sur la partie d'e-commerce, on propose une expérience qui est 1,5 fois plus satisfaisante que le site e-commerce actuel, 2D. C'est des remontées qui nous ont été faites au travers d'une étude consommateur qu'on a menée auprès des clients de Nespresso, qui nous ont indiqué que ces clients étaient en attente de ce type d'expérience et qu'ils jugeaient ces expériences beaucoup plus satisfaisantes que le site actuel de la marque. Et c'est encore plus vrai sur des marchés comme en Asie, sur les marchés chinois où le virtuel et l'expérience consommateur qui peut être personnalisée au travers du virtuel est attendue par la plupart des consommateurs. Je crois que c'est une des 3 priorités des marques du luxe de mettre en place ces expériences, notamment avec des outils comme sur des plateformes comme WeChat, par exemple. Voilà, donc j'espère avoir résumé assez clairement, c'est pas toujours évident à distance, l'activité de Retail VR. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai mon adresse mail qui apparaît en bas. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller sur notre site internet et notre page LinkedIn. Et vous pouvez aussi vous connecter à la page LinkedIn pour suivre notre actualité. On sera ravis d'avoir des followers en plus. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Katia. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Parfait, merci. Merci d'abord à Bearing pour l'invitation pour présenter Qualys. C'est vraiment un plaisir pour nous. Donc Qualys, c'est un... slide suivant, évidemment. Qualys, c'est un éditeur de plateforme de fabrication d'assistants virtuels et d'IA conversationnelle. On est également un expert dans l'échange d'interaction conversationnelle multicanal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Slide suivante. Donc, je vais concentrer ma présentation en 2 parties. D'abord, la présentation de nos produits et services et deuxième, présentation d'un use case sur Covid-19, puisque c'est l'expression même et l'exemple de ce qu'on peut faire, évidemment, très rapidement pour toute typologie de clients. Donc, on édite une plateforme qui permet très facilement, sans aucune compétence technique, de fabriquer et de gérer ces robots conversationnels pour tout cas d'usage. Cela comprend également une application pour la relation client, pour le métier de RH, pour le SAV ou pour marketing et vente. Donc, on est une solution agnostique horizontale. Donc, on
utilisent notre solution pour proposer une alternative aux certaines grosses solutions des GAFAM. Donc, on est vraiment un éditeur pur de notre propre solution conversationnelle et ainsi permettre une autre typologie d'approche avec les différents publics. Donc, on approche, comme je l'ai déjà dit, plusieurs typologies de métiers, mais également toute typologie de domaine d'activité. Donc, on a des clients dans l'assurance, comme AG2R La Mondiale, pour laquelle on a fabriqué plusieurs typologies de robots conversationnels, soit par chat, soit à la voix au téléphone. Par exemple, pour Engie, c'était plutôt un bot destiné aux collaborateurs pour échanger, poser des questions ou faire une action. D'autres typologies de clients, par exemple, comme un retailer qui distribue la marque Philips, on a créé, par exemple, une vingtaine de bots en 5 langues qui sont destinés dans une interaction pour faire tout le tour complet de la relation client et le self-care. Alors, pourquoi c'est intéressant cette plateforme? Parce que tout simplement, on peut tout faire. On peut éditer son bot via un Toll Studio. On est multicanal. C'est très important. On se connecte facilement au système informatique de la société. C'est important je ne vais pas vous faire la présentation pourquoi intéressant de nos jours. Ça permet une interaction en temps réel, ça permet un service 24/7, ça permet une évolutivité et un feedback avec les clients ou avec les différents typologies de public. Slide suivant. S'il te plaît, merci. Sur la partie omnicanalité, c'est très important pour nous parce que d'une part, on travaille sur le conversationnel, donc ce n'est pas uniquement des FAQ, ce n'est pas une question-réponse, mais on travaille aussi dans une proactivité. Et c'est important aussi d'être sur le canal où les clients ou les utilisateurs se trouvent. Donc les robots conversationnels, un seul robot conversationnel est déployé en même temps sur un canal chat et par exemple à la voix au téléphone. Évidemment avec des scénarios spécifiquement adaptés au canal. Mais pour nous, c'est important de pouvoir toucher tous les publics et de permettre à l'entreprise de pouvoir toucher différemment les publics dans une interaction assez temps réel. Slide suivant. Notre deuxième produit, c'est Ivy, c'est notre IA conversationnel. C'est pour celle-là qu'on était au CES. C'est important puisque depuis 3 ans, on développe notre propre IA afin d'augmenter un petit peu les bots qui sont sur le marché et permettre aussi d'avoir une compréhension de l'expression humaine plus poussée. Slide suivante. En quoi cette IA était importante? Là, je suis sur le use case de Covid. C'était pour nous un use case vraiment concret. On a commencé à développer en fait CoveBot début mars. Très rapidement, en une dizaine de jours, on avait déjà plus de 3000 questions. Créer ce CoveBot avec on va dire une communauté, dans un échange avec plusieurs typologies de partenaires qui ont décidé de développer ensemble avec nous ce bot. Donc aujourd'hui, on a plus de 8500 questions à 360 degrés avec ce bot-là. Pourquoi? Parce que d'une part, on souhaitait donner de l'information claire, précise. Deux, parce qu'on souhaitait aussi toucher, c'est un super use case où on touche finalement des domaines d'activité différents. Ce n'est pas un seul use case, mais vraiment un use case multimétier. Sur des questions RH, entreprise, fiscale, sociale, absolument toutes les questions qu'une personne pourrait se poser. Donc, on a des partenaires qui ont travaillé et qui travaillent toujours sur ce bot encore quotidiennement. Par exemple, notre partenaire Talent ou des entreprises de Voice Lab auxquelles nous, on est cofondateurs. Et l'objectif, c'était de effectivement créer un bot qui aujourd'hui, slide suivante, je vais voir si c'est bon. Aujourd'hui, le bot, il est déployé déjà sur plusieurs typologies de clients. Donc, l'idée, c'était de dire, on crée un bot et par la suite, on le customise pour les différentes typologies d'acteurs. Donc, pour les hôpitaux, avec les questions dédiées spécifiquement à la santé, pour les entreprises, avec des questions plutôt Q&A sur la partie RH, ou avec tout autre acteur qui a envie de garder contact et interaction avec son public, client ou collaborateur. C'est important pour que les bots conversationnels puissent être pertinents, bien entraînés, il faut partir d'une grosse base de connaissances et un dataset.
Si on part avec les 100 questions, 200 questions de l'entreprise, évidemment, les bots ne sont pas très performants. Donc, nous, sur la base de toutes les questions qui ont été entraînées, plus Ivy, qui était la base de absolument tout entraînement. Donc, Ivy, c'est notre IA. Donc, on a permis de faire cette customisation, puisqu'un espace de quelques heures, on peut entraîner les 200 questions, par exemple, d'une entreprise et faire un bot customisé pour cette entreprise ou pour un hôpital. Donc aujourd'hui, on a déployé, par exemple, à l'hôpital Foch, ce bot qui va répondre Je suis vraiment désolée, Katia, une partie pré-diagnostic, de vous puisque couper, sur... mais... Ouais, bah écoute, oui, c'est ça. C'est très bien. Je me permets juste pour conclure de dire que je conclus. Très bien, merci beaucoup. Je conclus en disant que vous trouvez toutes les informations si vous avez envie d'aller plus loin sur notre site internet. Le bot, il est en mode chat et sur le numéro de téléphone qui s'affiche pour faire votre expérience pré-diagnostique, expérience qui est réelle puisqu'il est validé par le ministère de la Santé. Merci beaucoup. Slide suivante où j'ai dit merci, je pense. Merci. Merci. Bonjour à mon tour. Bonjour Lauriane. Bon, je vais essayer de rattraper le temps. Voilà. Donc, je vais essayer d'avancer vite. Donc, Bystamp, alors, merci en tout cas de Bearing Point de pouvoir présenter Bystamp. Alors, Bystamp, on réinvente uniquement le tampon encreur dans le monde du digital parce que le constat qu'on a fait, c'est que la technologie doit être au service de l'individu et être simple à utiliser. Donc, Bystamp, c'est le tampon encreur, mais avec des caractéristiques et des avantages de le côté digital. Je ne sais pas si vous pouvez passer l'autre slide. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, Bystamp a vraiment trois verticales. On est vraiment pertinent dans tout ce qui va être maintenance, supply chain, healthcare, on aurait pu le rajouter. Et en côté vertical, on peut plus largement signer un PDF à valeur légale, extrêmement simplement sur tout support, smartphone, tablette et PC. Donc voilà. Donc on est vraiment une offre en fait de signature et d'authentification extrêmement simple. Aujourd'hui, notre premier client en fait. On a commencé avec EDF pour l'IDRT, mais on va avancer sur les slides. Donc, comment ça se présente? Eh bien, en fait, aujourd'hui, Bystamp, c'est un tampon qui est acheté simplement dans une boîte. Et ensuite, c'est un identifiant unique, c'est une clé unique. Donc, l'autre slide. Aujourd'hui, pour que ça fonctionne, forcément, pour pouvoir signer un document, il faut donc s'enrôler autour de ce produit. Et donc, il y a une phase d'enrôlement où on va vérifier l'identité de la personne physique ou morale qui s'authentifie en fait lors de l'enrôlement. Et ensuite, cette personne aura la possibilité, ou cet organisme, de customiser son tampon avec de la biométrie du porteur si on doit signer, ou un code PIN qui peut être également un deuxième facteur d'authentification. Donc, on peut continuer. Donc, comment ça fonctionne? En fait, notre système est agnostique, notre tampon fonctionne sur tout support numérique. Donc, il suffit de presser le tampon sur l'écran du smartphone, la tablette, et plus largement sur le PC, mais via le smartphone. Donc, ça crée un appairage, je dirais, dynamique et sécurisé. Et ensuite, on peut authentifier la personne via les informations qui sont dans le tampon qui a tamponné. On peut signer un document et naturellement, à chaque tamponnage, on génère un reçu de transaction qui va être stocké sur une blockchain. Donc là, c'est un use case. On peut effectivement aller sur le slide suivant. Le use case ici, c'est le use case en fait de l'IDRT, c'est donc la dématérialisation des documents de réalisation de travaux chez EDF. Donc là, aujourd'hui, il faut donc changer une pompe, par exemple. Là, c'est un cas d'usage. Donc, on peut avancer sur le slide. Donc, en fait, encore une fois, on peut avancer. Donc, à ce moment-là, l'agent qui doit intervenir fait appel à son contremaître débuter, je dirais, la procédure de changement de pompe. Donc là, il vient tamponner l'écran pour dire, voilà, c'est bon, vous pouvez commencer. Et à chaque pas de procédure, eh bien, le contremaître vient donner son accord et vient vérifier. Et à la fin donc, de cette procédure, eh bien, il faut signer le document. Et là également, le tampon intervient. Et là, on peut tamponner avec différents facteurs d'authentification et générer donc un reçu de transaction qui va sur une blockchain et qui permet d'avoir une traçabilité de bout en bout de sa procédure. Voilà. Le cas suivant, c'est le slide suivant. Donc aujourd'hui, on a été créé en 2016. On est aujourd'hui une équipe de 10 personnes. On a déjà on a fait beaucoup de R&D. On a déposé 3 brevets et surtout, pour refaire le point avec le CES,
Donc, nous avons eu l'Innovation Award dans la partie en fait cybersécurité et personal privacy. Donc, on a cette chance d'avoir cet award qui nous a permis réellement de pouvoir toucher d'autres pays, de pouvoir voir aussi que notre produit avait des appétences plus ou moins fortes suivant les régions. Notamment, on a énormément d'attrait dans les pays asiatiques. Le Japon est le premier qui est vraiment à solliciter le produit pour être, parce que là-bas, la culture du tampon est très prégnante. En France, on est vraiment dans les verticales, je dirais, de la maintenance, où là, on apporte vraiment de la productivité, parce que c'est extrêmement simple et l'équipe terrain s'approprie facilement notre technologie. Donc, ce que l'on apporte, en fait, ByStamp, pour résumer, c'est la traçabilité extrêmement simple avec toute la signature légale qui est nécessaire. Et naturellement, ça se fait également offline. Ça, c'est un point important. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai essayé d'être rapide. On est également aussi une clé FIDO, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on est en train de lever de l'argent. Alors, le Covid nous a accéléré un petit peu, mais également pour la partie recherche de fonds, c'est toujours plus complexe, mais on s'adapte. Donc voilà pour ByStamp. Merci Lauriane. On va maintenant accueillir Philippe Lebas. Bonjour à tous. Merci tout d'abord BearingPoint de nous avoir invités en ce jour. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde ce confinement, mais au moins ces solutions nous permettent de nous présenter. Alors Erudite, nous sommes spécialisés en fait dans les interfaces humains-systèmes pilotées par la parole. Donc il y a quelques années, on trouvait ça un petit peu anecdotique. Aujourd'hui, avec l'avènement des enceintes connectées à la maison, des assistants vocaux, on est aujourd'hui sur un terrain favorable et sur un terrain aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire d'évangélisation puisque aujourd'hui, c'est devenu presque quelque chose d'indispensable d'avoir ces assistants vocaux. Alors, slide suivante. Je vais vous parler en quelques secondes, de la société. Aujourd'hui, nous avons été créés en 2013. Nous avons des bureaux à... On est une équipe de personnes. Alors, mis à part moi, les 9 autres personnes sont des techniciens. On travaille beaucoup sur la R&D. C'est d'ailleurs pour ça que peu de gens nous connaissent aujourd'hui. C'est qu'on a eu un très long processus R&D qui a d'ailleurs débouché sur le dépôt d'un brevet sur le speech to context en 2019. Alors, parmi les associés, nous avons eu la chance d'avoir Guy Lacroix et Thomas Possel qui nous ont rejoints, qui sont pour certains les connaissent parmi vous, qui sont les 2 fondateurs de Ineo et qui nous aident aujourd'hui sur la partie stratégique à devenir une entreprise en fait industrielle. Alors, slide suivante. Nous faisons un constat sur les assistants vocaux. Aujourd'hui, ils sont un peu partout. Mais on fait le constat qu'on s'est plus accoutumé en fait à ces assistants, c'est-à-dire qu'on a été obligé de tous apprendre les mots-clés pour les piloter, que le contraire, c'est-à-dire que ces assistants ont beaucoup de mal à sortir du cadre dès lors qu'on a des phrases complexes ou dès lors qu'on va, parler de choses qui n'ont pas été programmées. Alors, ceci, bien sûr, fait que la commande vocale, ce n'est pas du dialogue, c'est-à-dire qu'on ne gère pas en fait la reconnaissance de la parole écrite de l'écrit comme la parole. Et donc, on dit souvent que écouter, ce n'est pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'on transcrit via un moteur de reconnaissance de la parole des phrases de locuteur qu'on va forcément les comprendre puisqu'on n'écrit pas comme on parle. Alors, slide suivante. Je vais faire un petit passage sur ce qu'on appelle le Spoken Language Understanding, donc la manière dont on va pouvoir comprendre le langage parlé. La plupart des systèmes aujourd'hui partent du principe que quand un locuteur va s'exprimer, on va passer par un moteur de reconnaissance de la parole et à partir de ce moment-là, ce moteur va transcrire du texte. Ce texte va être bien sûr traité par ce qu'on appelle une intelligence artificielle, souvent du NLP et du NLU, du traitement du langage naturel et de la compréhension langage naturel. Alors, il en ressort 2 choses évidentes, c'est que quand on ne transfère que du texte, on ne peut pas détecter autre chose que du texte. Et donc, on ne peut pas s'adapter aux caractéristiques de chaque personne, par exemple les accents, les dissonances de langage, les différents types d'environnement. Et le NLU a cette particularité de restreindre un petit peu le champ de compréhension de la machine. Ce qui fait qu'au final, on a souvent des transcriptions en fait, qui sont biaisées par la parole et des utilisateurs frustrés.
Alors, par rapport à ceci, nous, on a une petite secret sauce, donc je vais demander la slide suivante. C'est qu'on a redéfini un petit peu la manière dont la machine allait pouvoir comprendre un contexte métier, même complexe. On a travaillé sur ce qu'on a appelé les ontologies. Alors, les ontologies vont permettre de décrire des modèles extrêmement complexes d'un domaine métier, et ça va permettre aussi à la machine de raisonner. Même si les phrases sont très floues ou s'il y a beaucoup d'implicites dans la conversation. Alors ça, on pourra vous montrer ultérieurement, si vous le décidez, en fait, comment ça fonctionne. Mais slide suivante, on vient de déposer un brevet puisqu'on a redéfini la manière dont les moteurs de reconnaissance de la parole travaillaient avec les systèmes sémantiques. Aujourd'hui, toutes les approches sont dissociées, c'est-à-dire que chaque éditeur édite sa brique et transmet ce qu'il peut à l'autre. Nous, aujourd'hui, on a une approche globale et une approche qui permet justement d'éviter tous les biais de la transcription écrite. Alors, pour ceci, on a déposé un brevet qui permet à un moteur de reconnaissance de la parole de s'appuyer à la fois sur des briques de traitement du langage naturel, mais à la fois sur les ontologies, donc sur la connaissance métier, ce qui fait qu'on va avoir en fait une démarche speech to context et non plus speech to text, et transférer en fait au système des choses beaucoup plus étendues pour mieux comprendre l'humain, en fait pour que la machine comprenne beaucoup mieux l'humain. Alors slide suivante. Pour étayer ces propos, nous avons en fait mené deux choses. Donc une première thèse qui nous permet en fait de définir comment le moteur de reconnaissance de la parole va pouvoir s'améliorer grâce à ce qu'on appelle une approche end-to-end, donc bout en bout, donc à partir de réseaux de neurones profonds, et aussi donc le brevet que nous avons fait. Alors, il faut savoir que toutes les technologies aujourd'hui qui sont mises en œuvre par nous, c'est-à-dire du début de la parole jusqu'à la réponse, sont maîtrisées en interne. Ce sont des choses en fait qu'on a complètement développées, donc nous maîtrisons tous les aspects, que ce soit le moteur de reconnaissance de la parole, mais aussi le moteur d'analyse sémantique. Slide suivante. Donc, ce qui veut dire que par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur la concurrence, on a des modèles acoustiques qui sont dédiés. Donc, nous sommes capables de faire des modèles pour nos clients, des modèles complètement différents, puisque un moteur de reconnaissance de la parole ne fonctionnera pas de la même façon si on est dans un hall de gare, sur un tarmac d'aéroport. Et donc, pour ceci, on fait ce qu'on appelle les modèles dédiés. Ensuite, en termes de confidentialité, tous nos systèmes aujourd'hui peuvent s'intégrer en fait en fonction de vos besoins. On peut les intégrer chez vous, on peut les intégrer en fait sur des petits systèmes complètement coupés d'Internet. On peut fonctionner en mode SaaS. En fait, tous les types de fonctionnement sont envisageables, et c'est surtout que vous pourrez maîtriser l'ensemble des données, puisque la voix aujourd'hui est une donnée importante. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir spécialiser complètement un système pour pouvoir en fait répondre à des demandes qui sont très très globales sur celui-ci. Alors, slide suivante. Un use case qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a été retenu par le ministère des Armées, par Dassault, Thales et la DGA pour travailler sur comment on va faire baisser la charge cognitive en fait d'un pilote de Rafale dans le futur. Donc, on a travaillé sur un assistant personnel embarqué sur le Rafale, donc déconnecté d'Internet, et comment en fait on va pouvoir permettre à un pilote, un peu comme Tony Stark dans Iron Man, de discuter en fait avec son armure, donc là avec les différents modules de l'avion. Donc c'est un projet que nous avons livré en janvier et qui a donné lieu à beaucoup de satisfaction de la part des entités qui sont citées. Alors d'autres cas d'usage sur la slide suivante, puisque nous ne sommes pas que dans ce milieu-là. Nous avons aussi beaucoup travaillé pour Cofidis depuis 3 ans et nous avons développé des systèmes basés sur la voix qui sont très intéressants, qui permettent notamment de poser à la fois des requêtes d'informations, mais aussi en fait de démarrer des scénarios sans avoir à poser de questions, juste avec des choses un peu implicites. Travaillons aussi avec le Conseil général des Alpes-Maritimes. On a développé tout un système RH pour les 3000 agents du Conseil général qui peuvent poser des questions en fait sur leur temps. Donc, on est connecté au système d'information, aux outils RH, et ça nous permet en fait de pouvoir de permettre justement à tous ces gens qui ne sont pas des adeptes de la technologie de quand même utiliser des interfaces ultra simplifiées par la parole et de pouvoir demander des choses.
Nous avons aussi nous travaillons aussi avec Naval Group, un peu dans le même cadre que le MMT, pour faciliter l'adéquation en fait entre le besoin d'efficacité sur les appareils en fait d'un central d'opération et le fait que les marins en fait sont des gens qui font des multiples opérations et donc ils peuvent arriver sur un poste de travail et juste poser des questions au système sur tout ce qui s'est passé pendant les 4 dernières heures. Donc ils peuvent aussi faire des actions. Voilà, donc je voulais terminer sur cette petite slide et nous sommes bien sûr à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions. Alors bien sûr, on a terminé, donc n'hésitez pas à nous contacter par l'intermédiaire de Bearing Point. Maintenant, on va pouvoir prendre une question par personne. Il y a une question pour Erwan, Oui. de Delphine Vigneron. Oui. J'ai du coup, ouais. D'accord, ok, parfait, merci. Concernant les grandes marques de luxe, comment gérez-vous les exigences relatives au luxe? Votre solution peut-elle être peut-être une belle alternative expérience client plus pour des marques s'appuyant aujourd'hui davantage sur un modèle de vente en boutique que sur un modèle de vente en ligne? En fait, aujourd'hui, notre solution de commerce virtuel, nos showrooms et nos boutiques virtuelles, elle s'adapte très très bien au monde du luxe, et je dirais que c'est l'une des cibles, luxe et mode. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la problématique du site e-commerce tel qu'il existe, c'est de pouvoir, quand on n'a pas de boutique, c'est pouvoir faire communiquer sur la valeur de la marque, sur ce que veut communiquer l'univers de la marque. Et je pense que les boutiques virtuelles, aujourd'hui, c'est un des outils, à condition de bien les faire et qu'elles correspondent réellement à l'identité des marques, elles correspondent vraiment à cet objectif-là, quoi. Donc on est capable, en fait, ce qu'on a fait pour Nespresso, c'est qu'on a retranscrit le dernier concept de la boutique Nespresso, on l'a mise en ligne, et puis après on a augmenté cette boutique avec plein d'interactions qu'on a créées autour de vidéos, comment visiter une usine de recyclage des capsules Nespresso, aller voir une ferme de fabrication de café en Amérique du Sud. Et tout ça, on l'a ajouté dans la boutique virtuelle, et les études ont montré que les clients qui utilisaient ces boutiques virtuelles étaient beaucoup plus en découverte que sur un site classique. En fait, par rapport à des vidéos qui sont présentées sur un site e-commerce classique, qui sont en général pas vues par les clients, sur le showroom ou sur la boutique virtuelle, ils sont mis en évidence, ils sont vus, et donc ils participent beaucoup plus à la communication et à la relation de la marque avec son client dans une direct to consumer. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de Delphine, mais en tous les cas, oui, sur le luxe, on est une bonne solution pour dans la période actuelle. Merci, Erwan. Sinon, j'avais une autre question pour Édouard de Caroline Perrin. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Oui, tout à fait. Je l'ai sous les yeux, j'ai commencé à répondre. C'est assez simple. Un réseau télécom et un réseau électrique sur un plan sont, je dirais, formalisés différemment. Un réseau télécom est avec une couleur verte, un réseau électrique a une couleur rouge, généralement. On a différencié avec la couleur. La seconde chose, c'est que les attributs qui sont à l'intérieur des polylignes qui modélisent les réseaux sont différents également. Donc, on met des attributs différents. C'est la base des plans des géomètres. Donc, nous, on suit la nomenclature actuelle et pour différencier les réseaux électriques des réseaux télécoms ou autres, ou réseaux de gaz ou réseaux de fibres, etc., ou réseaux d'eau. Et ça nous permet d'être intégrés, de pouvoir faire des allers-retours avec les logiciels de dessin assisté par ordinateur qui sont présents dans les bureaux d'études ou chez les gestionnaires de réseaux. Voilà. Donc, on a une compatibilité qu'on essaye d'être parfaite avec les logiciels qui sont utilisés actuellement et la nomenclature utilisée actuellement par nos clients. Mais bon, le plus simple, comme c'est un sujet qui est quand même assez complexe et on pourrait rentrer dans le détail beaucoup, je pense que le plus simple pour tout le monde ici, c'est qu'on en rediscute un peu de vive voix ensemble pour ne pas monopoliser le temps de parole.
Katia, est-ce que vous avez vu dans le chat la question que je viens de vous envoyer? Lauriane, puisque j'ai du mal à t'entendre, est-ce que c'est à moi d'enchaîner avec la question? Donc, du coup, je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais prendre moins de temps que tout à l'heure. Donc, je répondrai rapidement à la question quelle est la particularité par rapport aux autres bots existants sur le marché. Première chose, on est vraiment éditeur à 100% de A à Z de nos solutions, hein, de plateforme et d'IA. Donc, on n'intègre aucune brique techno tierce. Hormis la partie vocale, speech to text, qui est autre chose. Mais vraiment, pour la fabrication du bot, on est indépendant. Deuxième chose, on est dédié au métier. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui n'est pas développeur peut faire très rapidement un bot. Et on est omnicanal, donc sur tous les canaux. Donc très rapidement, on branche un seul bot sur tous les canaux. Voilà, je m'arrêterai là, mais je suis à votre disposition pour plus de détails par la suite en dehors du webinaire. Merci beaucoup. Merci Katia, merci à tous. Mais je pense qu'on va pouvoir conclure. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez les coordonnées des intervenants. On n'hésitera pas à leur transmettre votre demande. Et merci pour le temps et désolé encore pour le retard. Merci à tous. Au revoir. Ok, merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.